On reprend. Boker Tov. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous remercier parce que grâce à ce cours du dimanche, j'ai eu une expérience extraordinaire puisque ce Shabbat, j'ai pu, grâce à vous, étudier pendant des heures et des heures et des heures un sujet que je ne connaissais pas bien. Alors, je vais vous expliquer tout et vous allez voir, ce qu'on va voir ensemble, c'est passionnant, magnifique et indispensable. Vraiment, vous savez, je ne suis pas du genre à vous dire envoyez ce cours à vos copines, des trucs comme ça, d'accord? Celle qui voit, elle voit. Mais vraiment, quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, mais comment on peut vivre sans connaître toutes les implications de ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Alors déjà, on va se remettre dans le bain de la Mishnah de Pirkei Avot, celle qu'on doit étudier, et vous allez voir ensemble, c'est donc extraordinaire, c'est vraiment passionnant. Hop, je vous partage l'écran, le voilà, il est déjà là. Hop. Donc, vous vous souvenez, donc, il est, bon, c'est pas grave, on va voir ça comme ça. Donc, c'était la Mishnah numéro 6. D'accord? Donc, Yehoshua ben Perachia, Netai Arbeli, Kiblu Mehem. Alors, on étudie les paroles de Yeshua ben Perachia, qui dit Assez lechara, fais-toi un rat, fais-toi un maître, Kne lecha chaver, achète-toi un ami, et en troisième lieu, juge chaque individu de manière bienveillante. Ve et ve, dan et kol ha-hadam lekaf srut. D'accord? Maintenant, moi, je vous raconte ce qui m'est arrivé. C'est que ce Shabbat, de manière très égoïste, j'ai proposé à ma voisine, qui est une de mes meilleures amies, je lui ai dit, viens, je donnais pas cours à la synagogue ce Shabbat, donc je lui ai dit, viens, on étudie ensemble. Et de manière très égoïste, je lui ai dit, viens, on étudie Pirkei Avot et Ve et Kol Adam le Kafsut. Comme ça, moi, en même temps, ça me permettait de préparer mon cours d'aujourd'hui. D'accord? Et donc, on ouvre le livre du Ravla ou en hébreu, et puis en fait, on commence à se pencher. Puis à un moment, on lit un truc et je dis, mais ça me rappelle quelque chose. Et là, je me souviens de ce livre extraordinaire. Voilà, le voilà, qui s'appelle La face cachée de l'histoire. Alors, ce livre, je l'ai dans ma bibliothèque depuis 15 ans. Je l'ai quand même pas mal étudié, comme vous pouvez le voir. Ça, c'était, ouais, quand je l'ai réouvert, j'ai dit, mais j'avais étudié ça, moi, mais j'avais complètement oublié, j'avais oublié, j'avais oublié. Et regardez le titre. Voyez? Eve, Dan et Kol à Adam les Kafsrout. Ça, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Juge chaque individu de manière bienveillante. Et regardez tout ce qu'on a comme commentaire juste sur ça. Vous avez compris? Donc moi, j'étais comme une folle. Je me suis dit, mais waouh, c'est énorme! C'est énorme. Donc le livre du Ravla ou sur Pirkei Avot, il est génial, mais la partie, elle est très concise. Elle doit faire 5 ou 10 pages. Mais là, j'ai 333 pages juste sur ce qu'on doit étudier aujourd'hui. Donc, c'est ça ce qu'on va voir ensemble. C'est vraiment révolutionnaire comme manière d'appréhender le monde, comme manière de voir les choses. Ce sont des enseignements qui réellement, 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 réellement changent une vie. Pourquoi? Parce que on se plaint souvent du comportement des autres. Alors peut-être pas vous, mais moi, oui. D'accord? Comment elle a pu refuser après tout ce que j'ai fait pour elle? Je comprends pas, on a tous participé au projet, pourquoi pas elle? Je lui ai laissé des messages, euh, jamais de réponse. Euh, tout le monde s'est déplacé pour venir à l'événement, mais eux, ils étaient où? Pourquoi elle a reçu une augmentation et pas moi? Pourquoi eux, ils ont été invités et pas nous? Pourquoi il l'a débauché alors qu'il savait très bien que c'était mon employé? T'as vu, ils sont partis même sans nous dire au revoir. T'as vu, ils ont même pas dit merci. Pourquoi ils ont fait une chose pareille? Elle s'est mise devant moi dans la queue, elle a pris ma place, elle m'a pris ma place de parking. En fait, si on ne juge pas les gens de manière bienveillante, on va être la première victime parce que on va se retrouver noyé dans un océan de critiques, de condamnation et qui fait que du coup, on va être la première personne à souffrir du manque de tolérance qu'on a vis-à-vis des autres. D'accord? Puisque on vit en société, il se passe des choses, il y a des interactions, et en fait, nous, en tant que juifs, nous avons reçu non pas des directives, mais une mitzvah. Je le répète,
C'est une mitzvah de juger positivement. Cette mitzvah, elle nous a été donnée avant tout pour nous-mêmes, pour notre bien-être, pour nous assurer une vie paisible. Être juif, c'est être quelqu'un de paix. D'accord? Et si on ne va pas, on ne comprend pas cette mitzvah, on ne la connaît pas, et ben en fait, on va avoir une vie, risque d'avoir une vie remplie de discorde, d'accusations, de recherche de fautes, de malentendus sans fin, de toujours chercher la petite bête. D'accord? Donc, pour avoir une vie harmonieuse, la Torah nous a donné cette mitzvah. D'accord? Alors déjà, on va se poser la question, pourquoi déjà on ne nous dit pas ne juge pas? C'est vrai. On pourrait nous dire, bah écoute, il faut juger personne, point. Pourquoi on te dit alors juge, mais de manière positive? C'est-à-dire quoi positive? Dan les kafsrout. Alors kafsrout, en fait, ça veut dire quoi? En hébreu, une balance, elle a deux pendants. Je sais pas comment on dit en français, mais en hébreu, ça s'appelle des capotes, des cafs, comme des petites cuillères comme ça. Je sais pas s'il y a un nom en français pour ça. D'accord? Et donc, quand j'analyse une situation, je vois une attitude, j'ai deux possibilités. Soit je vais vers le côté de la balance qui accable la personne, ou soit je vais vers le côté de la balance qui innocente plutôt la personne. D'accord? Qui décide de la voir de manière bienveillante. Alors pourquoi on nous dit, bah non, ne sors pas ta balance, ne juge pas. Parce que, eh bien, on a de toute façon un cerveau qui fonctionne et un cerveau qui juge. Même si moi, je ne veux pas juger, ma tête, elle juge toute seule. Ce que je peux maîtriser, pardon, ce que je peux par contre, oui, maîtriser, c'est comment je juge. Quel filtre je vais mettre sur le monde. Et quand on juge, chacun son interprétation. Ça veut dire que vous avez une scène, d'accord? Autour de ça, vous mettez 10 personnes. Et après, vous interviewez les 10 personnes, l'un après l'autre, et vous dites, alors, raconte-nous ce que tu as vu. Vous aurez 10 versions différentes. C'est incroyable. Euh, moi, des fois, je donne un cours, et après, il y a une fille qui me dit, ah, c'est incroyable que tu aies dit ça. Oh là là, ça m'a trop marqué. Alors, des fois, je ne l'ai pas vraiment dit, mais elle a choisi de l'entendre. Et tant mieux, ça veut dire que ça venait répondre à une question, d'accord? Et parfois, c'est quelqu'un qui dit, ah non, ça vraiment, je n'étais pas du tout d'accord. Et du coup, elle avait du mal à se focaliser sur le reste du cours tant que j'avais pas répondu à sa question. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et ça, c'est vrai dans tout, dans tout, dans tout. D'accord? On apporte une soupe, la même, à deux personnes. Il y en a une qui va goûter, qui va dire, elle est trop salée, c'est immangeable. Et l'autre, elle va dire, ah, c'est fade, et elle va chercher le sel, elle va en rajouter. D'accord? Ou alors, un autre exemple très fort de ça, c'est euh, une personne qui arrive euh, pour rejoindre deux amis. D'accord? Maintenant, ces deux amies, quand elle les voit de loin, elles étaient en train de papoter. Au moment où elle arrive, les deux filles s'arrêtent d'un coup de parler. Alors, celle qui vit cette scène, elle peut s'imaginer plusieurs choses. Il y en a une qui va se dire, euh, ah, elle devait parler de quelque chose dont que moi je dois pas connaître, qui est confidentiel. Et je respecte. Il y en a une qui va dire, elle me prépare un anniversaire surprise. D'accord? Très positive, elle. Il y en a une qui va se dire, elle va même pas voir qu'il y a eu un truc, elle va dire, ah, de quoi vous parliez, racontez-moi. Très détente. Il y en a une autre qui va dire, elle va rien dire, mais elle va rentrer, elle va dire, je suis sûre qu'elle est en train de parler de moi. Et elle le prend mal. D'accord? Et on voit parmi nos enfants que certains vont avoir une attitude plus accablante, d'autres plus de l'ordre de la paranoïa. Je savais que c'était contre moi, vous voyez ou pas? Et d'autres qui disent, oh, bah, c'était sympa, c'était rigolo, vous voyez, qui voient pas du tout le mal, quoi. D'accord? Et donc,
c'est ce qu'il nous dit. Donc, Eve Dan et Kol Adam les Kafsrout. D'accord? Là, Eve et Kol Adam les Kafsrout. Donc, juge toute personne de manière bienveillante. C'est en réalité l'extrapolation d'une mitzvah de la Torah. Et sur ça, je vais m'arrêter, je vais expliquer parce que c'est quelque chose de fondamental. Fondamental. On a une mitzvah, d'accord, dans Parashat Kedoshim, qui est Betsedek Tishpot et Amitecha. Tu dois juger ton ami, ton proche, de manière bienveillante, d'accord? Donc en fait, c'est une mitzvah qui me pousse à avoir de la émouna en l'autre. Eh bien, en fait, vous rappelez que Pirkei Avot, il marche, le chapitre 1, il marche toujours selon trois angles, d'accord? Trois dimensions. Moi vis-à-vis de moi-même, moi vis-à-vis d'Hachem, moi vis-à-vis de l'autre. D'accord? Toutes les 7 ou 6 ou 7 Mishnayot qu'on a fait jusqu'à maintenant, elles avaient toujours ces trois dimensions. Et jusqu'à la fin, je crois qu'il y en a 18 Mishnayot, elles auront toujours ces trois dimensions. Eh bien, en fait, la Emouna, ce qu'on appelle la Emouna, c'est-à-dire la foi, elle comporte aussi trois dimensions. D'accord? On a la foi en Hachem. On nous demande, Ve'aminu be'Hachem. On doit croire en Hachem, en sa bonté. D'accord? Le fait que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Qu'il ne m'a pas oublié, qu'il prend soin de moi. D'accord? La Emouna en Hachem. On a la Emouna vis-à-vis de l'autre de manière générale. Et vous allez voir, il y a plein de déclinaisons. Parce que, évidemment, que le but, c'est pas de devenir un pigeon. C'est pas non plus de se fier aux apparences. Vous allez voir, c'est pas non plus de prendre un criminel qui a été condamné et se dire qu'il est innocent. C'est pas valider des actes répréhensibles. C'est pas donner un chèque en blanc à quelqu'un que je connais pas. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'est, de manière générale, avoir la Emouna dans le monde, dans le reste du monde. Ne pas croire que les gens sont des arnaqueurs, des excos qui veulent m'avoir. D'accord? Ça, c'est la deuxième émouna, la deuxième forme de foi. Et la troisième, qui est en vérité la première, c'est la émouna en soi-même. D'accord? C'est écrit comme ça. Alors, je crois que c'est le Ibn Ezra qui dit ça, mais je suis pas sûre. J'ai pas réussi à revérifier ce matin. Que c'est écrit comme ça, que quand les Bnei Israël ont commencé à croire en Hachem, d'accord, ça s'est passé à un moment particulier, au moment de la sortie d'Égypte, il y a écrit Veyaminu ba Hachem, ou Ve Moshe Avdo, ils ont cru en Dieu et en Moshe son serviteur. Et là, je crois que c'est le Ben Ezra qui dit que on ne peut pas. Alors, c'est qu'en fait, ils ont cru en Dieu et ils ont cru en quoi? En Moshe. C'est quoi Moshe? C'est le Moshe Rabbeinu qui se trouve à l'intérieur de nous. Qu'en fait, on est toutes capables d'être tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Et qu'en fait, l'un et l'autre sont interdépendants. Plus on va croire en soi-même, plus on va croire en Hachem, et plus on va croire en l'humanité. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ces trois émounotes sont intrinsèquement liés. Et c'est quelque chose de très peu connu que je vais expliquer maintenant dans les détails, un peu dans les détails, d'accord? Avant qu'on rentre dans le vif du sujet. En vérité, la émouna première, c'est la émouna qu'on a en soi-même. Ensuite, les lunettes qu'on va porter sur le monde et les lunettes qu'on va porter sur Hachem vont devenir l'inclinaison de notre image qu'on a de nous-mêmes. C'est très fort, très, 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 très fort. C'est-à-dire qu'en fait, l'image personnelle qu'on a de nous-mêmes va incliner la vision de la réalité des autres. Si on se voit comme quelqu'un de bien, on va être enclin à voir les autres comme quelqu'un de bien. D'accord? Si on se voit nous-mêmes comme euh, défectueux, manquants, pas à la hauteur, pas de confiance, toujours en train de se culpabiliser, vous allez voir que naturellement, ce rapport qu'on a à nous-mêmes va s'impliquer, se décliner chez les autres. D'accord? C'est un grand principe dans la Torah qui est Kol à Omer, Kol à Posel, Bemomo Posel.
D'accord? Même mes voisins qui ne sont pas religieux, ils connaissent cette phrase du Talmud. C'est quoi cette phrase du Talmud? Kol à posel bemumo posel. C'est que lorsque j'accable quelqu'un, je lui dis, bah lui, en fait, c'est vraiment un escroc. C'est parce que moi, dans le fond, je pense que souvent, à certaines reprises, je suis quelqu'un dans le fond de malhonnête. C'est très fort. C'est très, très fort. Colle à possède, mais bon mot possède, c'est énorme. C'est vraiment énorme comme truc. D'accord? Et à l'inverse, si moi, je pense que je suis quelqu'un d'honnête, même si parfois j'ai pas fait exprès, je suis rentrée, je me suis rendu compte que j'avais pris deux articles que j'ai pas payés au supermarché, qu'après j'ai eu la flemme. Bon, et en fait, je me dis, ça arrive à tout le monde, j'irai payer. Bon, c'était pas top, d'accord? Mais je m'accable pas. Je fais tchouva. Alors, en fait, petit à petit, chez moi, l'idée de voir des défauts d'escroquerie, de malhonnêteté chez les autres, ça va même pas arriver, en fait. D'accord? Où est-ce qu'on apprend ça? Où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça dans une paracha qu'on va lire dans 3 semaines, qui est parachat Shlach Lecha, où on nous parle des espions juifs qui étaient donc dans le désert et qui s'apprêtaient à rentrer en terre d'Israël et qui ont dû dresser un tableau d'Israël, de la terre d'Israël, pour préparer en fait le peuple, pour préparer le terrain. On va s'apprêter à rentrer, on va tous faire une alia de groupe, d'accord? Imaginez 6 millions de personnes. Et eux, voilà, ils sont pour mission d'y aller. À l'époque, il n'y a pas d'Instagram, il n'y a pas de truc, donc il faut aller sur place. Et puis, on donne un rapport. Et vous savez qu'ils vont donner un rapport très calomnieux, très, 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 très accablant. Mais surtout, ils vont parler en mal même d'Hachem. Ils vont dire que Hachem leur a tendu en piège, puisqu'il leur a promis qu'ils vont aller en terre d'Israël, mais qu'en fait, cette terre, elle est horrible. Ils vont se faire tuer, c'est une terre qui mange ses habitants. Ils ont tout vu noir. Même le fait qu'il y avait des beaux fruits, ils ont dit, oh là là, mais c'est des fruits pour des géants, ça, les gens, ils sont méchants là-bas, et c'est terrible. Vous savez, c'est comme vraiment les gens qui voient Israël comme ça, quoi. Oh là là, mais là-bas, les gens, vraiment, c'est des arnaqueurs, mais vraiment, la vie est très, très, très chère. Oui, tu sais, il faut. Et puis, il n'y a rien, il n'y a pas d'aide, c'est compliqué, tatati, tatata. Ouf. Alors, d'où ça part, ça? D'où ça part? C'est une grande question, d'où ça part? Parce que comme je vous ai dit, tu mets 10 personnes devant le même tableau. Il y en a un qui va dire, ah, j'aime beaucoup ces couleurs vives, jaunes. Et l'autre, il va dire, oh, ah là là, vraiment, ce noir là-bas, il m'a angoissé. Qui a raison? Bah, en fait, chacun va exprimer en fonction du filtre qu'il a sur la vie. L'objectivité neutre n'existe pas. Vous savez bien ça. D'accord? Donc, ça va en fait être le filtre qu'on a sur la vie qui va déteindre après sur ce qu'on va voir. Ça part de quoi? Je vous repose la question. Eh ben, regardez le texte de Shlach Lecha, c'est incroyable. Il y a écrit Aïnou Kechagavim. On était comme des sauterelles. Vous, les 12 guides qui sont partis en Israël, vous savez que c'était des géants. Ils ont vécu la sortie d'Égypte. Ils ont vu les 10 plaies. Ils ont vu la mer qui s'est ouverte. Ils ont reçu la Torah au Har Sinaï. Toi, tu te vois comme un moustique. Tu te vois comme une sauterelle. Mais t'es un prince. T'es un prince. Quand on diminue le regard sur nous-mêmes, c'est là qu'on commence à mépriser les autres. Quelqu'un qui se voit comme négatif, sachez, c'est le début des ennuis. Et même, il va finir par voir Hachem de manière négative. C'est-à-dire que même les cadeaux que Hachem va lui envoyer, il va pas les saisir parce qu'il va dire, ah ouais, non, mais vraiment, Hachem, là, ouais, c'était un piège, hein. C'est un piège que tu m'as fait. Mais allô, c'est toi qui as décidé de voir comme ça. Et du coup, la personne, elle refuse. Et après, elle va dire, bah, tu vois, hein, regarde, je t'avais bien dit que c'était, je sentais que c'était une catastrophe, ce truc, hein. Mais en fait, tu as juste préparé ton auto-sabotage.
Et ton auto-sabotage, il vient de ta mauvaise image. Donc, c'est la base. C'est la base. D'accord? Je m'arrête sur ça, sur l'imbrication de ces trois visions, parce que c'est, en vérité, on pourrait faire un séminaire entier sur ça. D'ailleurs, je me pose la question, si je ne reprends pas le séminaire sur les émotions qu'on avait fait l'année dernière, et je vais aller, je pense, en plus poussé. Mais bon, il va falloir du temps de préparation pour vous préparer ça. Mais en vérité, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme comme sujet. D'accord? Donc, comme ça, pour ça, faut dire que, tout ça pour vous dire que on doit déjà faire la paix avec soi-même. Tant qu'on est en guerre avec soi-même, on sera en guerre avec les autres. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, on va commencer à rentrer dans le détail. On voit une scène qui prête à confusion. OK. On entend quelque chose à propos d'une personne. OK. On voit une scène, on se dit, oh là là, vraiment, cette personne-là, elle a exagéré. OK? À ce moment-là, le fait qu'on a des premières pensées qui viennent à nous en mode c'est exagéré, vraiment, j'étais sûre depuis le début, je savais que c'était un escroc, ce voisin, ou alors des trucs comme ça, le fait que ce soit les premières choses qui nous arrivent à l'esprit, il n'y a pas de problème. Sur ça, personne va nous demander de maîtriser nos premières pensées. Ça n'existe pas. On n'est pas des anges. Enfin, c'est pas même pas humain. On a toujours des premières pensées qui nous viennent. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on choisit de cultiver? Ça, c'est entre nos mains. D'accord? Vous connaissez peut-être cette histoire du Maguide de Mézérich. Un jour, il y a donc un élève du Maguide de Mézérich. Donc, je vous rappelle que le Maguide de Mézérich est l'élève du Baal Shem Tov, qu'il a formé de nombreux disciples. Et si aujourd'hui on a la Chassidoute, c'est grâce notamment au Maguide qui a repris tout le travail du Baal Shem Tov, parce que le Baal Shem Tov n'a rien écrit. D'accord? En tout cas, un jour, il y a un élève qui vient voir le Maguide de Mézérich et qui lui dit, Rabbi, j'ai toutes sortes de pensées qui me viennent. Des pensées malsaines, des pensées noires, des pensées accablantes, des pensées, voilà, tout ce qu'on peut avoir. Je vois le mal chez les autres, j'ai des pensées de Avéroth. Moi, j'en sais rien, d'accord? Toutes sortes de pensées qu'une personne peut avoir, d'accord? Et je suis sûre que, alors il dit, je suis sûre que Hachem, il m'en veut pour ça. Et je me sens très mal. Et vous savez aussi ça. Plus je vais pas y penser, plus j'y pense. Vous connaissez ou pas ça? Genre, tu dis, oula, mais il faut pas que je pense à ça. Alors du coup, c'est là que ça vient le plus. D'accord? Si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant rose, ne pensez pas à un éléphant rose, bah, quelle est la première chose auquel vous pensez? C'est ça. Ok. Le Maguide lui répond, je ne te donnerai pas la réponse tout de suite. Je voudrais, pour te donner la réponse, que tu viennes chez moi demain. Ok. L'élève obtempère. D'accord? Il obtempère. Et le lendemain, je vous le fais, je ne sais pas si vous entendez, toc, 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 il frappe chez le Maguide. Sauf que ça ne répond pas. Et le Maguide, et l'élève se dit, c'est bizarre, il m'avait donné rendez-vous à 14 heures et il ne répond pas. Alors il retape, une deuxième fois, ça répond pas. Et il est un peu gêné, mais il se dit, je vais insister, on avait convenu, il doit me donner la réponse, ceci, cela. Il retoque une troisième fois, et puis finalement, le Maguide décide de lui ouvrir enfin. Alors, l'élève lui dit, Rabbi, Rabbi, alors donnez-moi la réponse à ma question. Et le rabbi lui dit, ben, c'était ma réponse. Tu sais, je ne peux pas maîtriser qui vient frapper chez moi et à quelle heure et comment et de quelle manière. N'importe qui peut venir et frapper chez moi. Même si quelqu'un veut venir à 3 heures du matin, même si c'est un fou, même si c'est un escroc, même si c'est... Sur ça, j'ai aucune maîtrise. Par contre, je décide qui je laisse rentrer et s'installer. Vous avez compris, le machal. C'est pareil pour les pensées. Des fois, tu as des trucs, tu dis, mais pourquoi je pense ça? Alors là, vraiment, n'importe quoi. Je n'ai pas du tout envie d'aller là-bas. Ça, c'est aussi ce qu'elle disait la rabbinite Ben Chetrit. Ne va pas là-bas. Ça veut dire, ne laisse pas ton cerveau installer des pensées qui ne sont pas bonnes. Donc, ok, ça me vient à l'esprit de me dire, c'est sûrement un sale type, ce voisin. Je savais, je savais, je savais.
D'accord? Et allô, j'ai aucune preuve. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Je ne laisse pas rentrer la pensée s'installer chez moi. D'accord? Donc, lorsqu'on nous dit qu'il y a une mitzvah, c'est sur ça, sur qu'est-ce que je décide de cultiver ou non. D'accord? Donc, il y a quelque chose, je vois une scène, je me dis vraiment, cette mère, elle ne sait pas éduquer ses enfants. Eh bien, sur ça, on ne me jugera pas. À Kol Besséder, je suis un humain, mon cerveau, voilà, il va à 100 à l'heure, c'est mes premières pensées. Par contre, en tant que juif, la Torah me demande de m'arrêter et de me poser la question comment je peux juger d'une manière qui n'est pas accablante pour cette personne. Et cette mitzvah, Betzedek tishpot et amitecha, c'est une mitzvah au même titre que faire la frachat challah, aller au mikvé, manger kasher, jeûner à Yom Kippour, aller sous la souka, faire le loulav, écouter le chauffard, allumer les bougies de Shabbat. C'est des moments qui sont grands quand on dit waouh, attends, je vais faire le loulav, waouh, je vais allumer les bougies de Shabbat, c'est énorme. Et bien en fait, à ce moment-là, on a l'occasion de faire une mitzvah au même titre que toutes celles que je viens d'évoquer. Alors, je sais ce qui se passe, c'est qu'on a tous peur de devenir un pigeon, d'accord, en faisant ça, d'accord? Encore une fois, je vous dis, vous allez voir, on va rentrer dans les détails, mais c'est pas faire un chèque en blanc à une personne que je connais pas, d'accord? C'est pas valider des actes répréhensibles. C'est pas non plus se fier aux apparences, d'accord? Ma fille avec qui, du coup, on a étudié ça hier avec mon amie. euh, Elle m'a rappelé une histoire, je ne m'en souvenais plus, mais elle m'a dit, tu te rappelles, maman, une fois, je suis rentrée de l'école, j'étais petite, c'est la première fois que je rentrais seule, et puis à un moment, j'ai eu un coup de panique, et du coup, je t'ai appelé d'un magasin, et je t'ai dit que j'étais dans le fond du magasin d'un monsieur, et là, tu t'es mis à hurler, et t'as dit, sors tout de suite de ce magasin, on va pas dans le magasin d'un monsieur, tu sors. Et là, elle m'a dit, je me rappellerai toute ma vie, elle m'a dit, et je t'ai dit, mais non, il a une kippa, le monsieur. Et là, t'as hurlé, t'as dit, mais ça ne veut rien dire! Sors tout de suite! D'accord? Donc, encore une fois, c'est pas être un pigeon. C'est pas être un pigeon. D'accord? Maintenant, ça y est, on va enfin rentrer dans le détail. D'accord? C'était juste une petite introduction. Mais voilà, comme je vous ai dit, premièrement, c'est un conditionnement général. Ce conditionnement, il a comme point de départ l'image que je me porte à moi-même. D'accord? Deuxièmement, ce qu'on vient d'expliquer, c'est que c'est une mitzvah en tant que telle. C'est pas genre juste une directive ou une recommandation ou un conseil. C'est comme à ce moment-là se dire j'ai l'occasion de allumer les bougies de Shabbat alors qu'on est mardi à 17h17. Bah oui, parce que là, j'étais à la banque, j'ai vu cette femme agir comme ça au guichet et je l'ai mal jugée. Et après, je me suis repris, j'ai dit bon, elle a sûrement des circonstances atténuantes. Je lui accorde le bénéfice du doute. D'accord? Hop, j'ai saisi une mitzvah. D'accord? Maintenant, on va distinguer trois cas. D'accord? Le premier cas, c'est les personnes que je ne connais pas personnellement et avec qui je n'ai pas d'interaction. Je n'ai pas à traiter avec elles. D'accord? On m'a raconté, il y avait dans les journaux, on a dit que. D'accord? Premier cas. Deuxième cas, on va parler des gens que je ne connais pas, mais avec qui je dois traiter. Un prestataire, une babysitter pour mes enfants, un directeur d'école. Pour l'instant, je ne le connais pas, mais je me pose la question, est-ce que je vais mettre mes enfants dans l'école de cette personne? D'accord? Je dois recruter un photographe pour une simcha, pour une fête. Je ne le connais pas, mais je vais avoir affaire à cette personne. C'est très différent. D'accord? Parce que là, je me mouille. Donc, il faut que je me couvre. D'accord? Donc, deuxième cas, c'est ça. Prenez ce cours-là, prenez-le comme un cours de halakha. C'est comme des fois on fait Ilkhot Shabbat, alors le feu, comment la plata, couper des légumes jusqu'où, combien. Vous savez qu'on peut faire 1 an de cours sur les Ilkhot Shabbat, d'accord? C'est énorme. Bah, ce cours-là, prenez-le comme un cours de halakha. Donc deuxième cas, quelqu'un que de base je ne connais pas, mais avec qui je vais devoir rentrer en interaction. Et troisième cas, ça ce sera le cours de la semaine prochaine, mes proches, mon entourage.
C'est encore une autre catégorie. Vous allez voir, les implications sont énormes. Elles sont énormes. Quand j'ai relu tout ça hier, je dis, mais waouh, 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 comment la vie, elle peut être plus agréable, plus belle, plus paisible. Et puis, comment on peut mettre fin à des malentendus grâce à ça. OK? Donc, trois cas, d'accord? Trois types de personnes. Si vous voulez, c'est un peu des cercles concentriques. On va commencer avec le monde de manière plus large. Ensuite, on va s'intéresser aux gens que je ne connais pas de base, avec qui je suis en interaction. Et puis après, on va parler de son entourage. D'accord? Alors, commençons par des personnes que je ne connais pas. J'ai entendu parler d'elles, mais je n'ai pas à traiter avec elles. Alors là, nous avons un grand principe que Napoléon a repris dans son Code civil, qui s'appelle la présomption d'innocence. On ne condamne pas quelqu'un avant qu'il ait été prouvé qu'il a fauté. D'un point de vue simple, juridique, ça doit être très clair que chaque personne a un droit fondamental qui s'appelle la présomption d'innocence. Pourquoi? Parce que si il est innocenté, bah, en fait, tout le monde se dira non, mais j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. Pourquoi? Bah, parce que pendant 6 mois, tout le monde s'est habitué à l'idée que c'est un escroc qui a arnaqué les gens. Vous voyez ce que je veux dire? On change pas d'avis comme ça. Ouais, je sais, la justice, elle n'a pas condamné, mais moi, je savais depuis le départ. Je voyais à ses yeux, je voyais à son regard, je voyais à tout ça. Et parce que pendant 6 mois, la fille, elle a entretenu son filtre. C'est un escroc, c'est un escroc, c'est un escroc. D'accord? Donc, vous avez compris? Premièrement. כן, קראנו בשעה 12, כן, לא, 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 אני קראנו ב-12, ב-12, אני לא זמינה. אוי, לא. Mais c'est la excusez-moi, c'était le docteur pour ma fille, c'était important. Donc, pour ça, je vous dis déjà, quand il va être innocenté, personne ne va le croire. Catastrophe, d'accord? Deuxièmement, vous allez me dire, d'accord, mais si à la fin il est accusé coupable, j'ai pas été une pigeonne pendant 6 mois de croire qu'il était sûrement, probablement innocent. Alors écoutez bien cette réponse énorme. C'est que moi, qu'est-ce que j'ai fait pendant 6 mois? De me dire, non, écoute, ce voisin, je sais qu'il a eu des problèmes avec la justice. Je sais pas, j'ose espérer effectivement, non, ce qu'on dit sur lui, c'est pas vrai. J'ose espérer que c'est pas un escroc. D'accord? C'est le filtre que j'ai choisi d'entretenir. Maintenant, c'est pas pour autant que, encore une fois, je vais lui faire un chèque en blanc pendant les 6 mois, hein. C'est pas ça. D'accord? Mais moi, dans ma tête, je choisis un filtre qui est, bah, écoute, j'espère vraiment que cette personne, en fait, ce qu'on dit sur lui, c'est faux. 6 mois plus tard, le jugement tombe. Effectivement, il a escroqué des gens. Alors là, vous allez me dire, mais attends, mais j'étais une pigeonne pendant 6 mois. Il faut mieux être lucide, en fait. En quoi j'étais une pigeonne, pigeonne? Je suis la plus grande gagnante au monde. Pourquoi? Parce que pendant 6 mois, j'ai fait la mitzvah de Betsedek, Tishpot et Amitera. Donc c'est moi la gagnante. Je viens de gagner. Imaginez, on vous donne l'occasion pendant 6 mois, tous les jours d'allumer les bougies de Shabbat. Je dis, waouh! Tous les jours d'écouter le chauffard. Waouh! Et là, j'ai pu faire ça en continu, c'est même pas une fois par jour, en continu, le fait que j'ai entretenu. Et c'est pas difficile, c'est même pas compliqué. C'est des mots, ouais, où on se dit, bon, j'espère que c'est pas vrai. J'ose espérer que c'est pas vrai. D'accord? Encore une fois, ça m'empêche pas en parallèle de prendre mes dispositions en attendant le jugement. Mais moi, je viens de gagner 6 mois de mitzvah Déoraïta de la Torah, c'est encore plus qu'allumer les bougies de Shabbat d'ailleurs. Allumer les bougies de Shabbat, c'est des rabbanan. Mais là, c'est une mitzvah Déoraïta, une des 613 que j'ai pu faire en continu pendant 6 mois. Mais allô, mais je suis la plus grande gagnante. Je suis pas une pigeonne, au contraire. Pigeon, c'est celui qui n'a pas saisi l'occasion. Ah non, mais moi, je préfère être lucide. Bah, fais ce que tu veux. Mais pendant 6 mois, et pendant 6 mois, on a été transgressés.
D'accord? Si on a entretenu, encore une fois, hein, c'est une question d'entretenir des pensées, mais entretenu le côté, ouais, je savais, c'est un escroc, tatati, tatata, tatata. En vérité, on transgresse ce commandement pendant 6 mois. Et à la fin, on dit, bah, tu vois, je le savais, j'avais raison. Bah, oui, même si tu avais raison, c'est dommage, parce que pendant 6 mois, tu aurais pu faire une mitzvah qui était favorable à toi. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, bien sûr qu'il faut bien faire de la prévention. D'accord? Bien sûr qu'il faut bien faire de la prévention. Euh, vous savez que donc le Rav Lemel, il s'est un peu en France spécialisé dans le domaine de la prévention des attouchements sur les enfants. D'accord? Il fait des formations qui s'appellent Lève ta voix et qui en fait poussent les enfants à savoir déceler lorsqu'il y a une anomalie dans un rapport avec un adulte. D'accord? C'est J'ai oublié les trois. C'est sans. Bon, bref, peu importe. En tout cas, il s'est spécialisé. Et évidemment, les gens lui posent toujours la question. Oui, on doit faire de la prévention vis-à-vis de nos enfants. D'accord? Alors, ça se fait pas n'importe comment. D'accord? Faut faire attention. Il a vraiment fait une formation, elle est très très bien. Je vous invite, en 1 heure, 1 heure et demie, vous pouvez la faire et vous saurez quoi dire à vos enfants sans les traumatiser. D'accord? Mais je me rappellerai toute sa vie, toute ma vie de cette phrase qu'il a dit. Il a dit, voilà comment on doit présenter le monde à nos enfants. On doit leur dire, tu sais, c'est comme quand tu vas chez le primeur. Quand tu vas chez le primeur, merci, crier, s'enfuir et le dire à un adulte. Razak, voilà, c'est ça les 3 étapes. En tout cas, quand on va chez le primeur au marché, eh bien, en général, le primeur, il met des beaux fruits, d'accord? Mais de temps en temps, il y a des fruits qui sont pourris. Bah, tu sais, dans la vie, c'est pareil. La plupart des gens sont des gens corrects, mais certaines personnes sont malveillantes. Et donc, par rapport à ces certaines personnes, qui ne sont pas la majorité, elles sont peu nombreuses, mais elles existent, alors il faut agir pour s'en protéger. C'est énorme, parce que on a aussi, il faut faire attention à pas faire passer une mauvaise perception du monde à nos enfants. Ouais, tu sais, c'est un monde pourri, c'est tous des voleurs, les supermarchés nous arnaquent, mais c'est quoi ces prix, mais c'est quoi ces trucs? Ouais, tu sais, dans la vie, tout le monde est intéressé, ma fille, hein. Faut pas être naïve, hein. Faut pas se laisser faire. Alors, encore une fois, on entretient un filtre qui véhicule vraiment, qui peut en avoir un impact sur sa capacité après à faire confiance à son conjoint, à quelqu'un de proche, d'accord? Ça peut avoir un impact sur sa simra, sur sa joie de vivre, d'accord? Donc, du coup, c'est très important. Et Vanessa Benzaken, elle disait qu'il faut faire très attention aussi aux infos. Ceux qui ont la télé chez eux, il faut faire très attention parce que les médias, les infos, ils véhiculent une image du monde qui est déprimante. Déprimante. En fait, ils donnent quasiment que des mauvaises nouvelles pour donner l'impression que ça va pas, pour rendre les gens encore plus inquiets et plus accros. Si les médias, ils te disent Akol et Tova, tout, voilà, tout va bien, tout est géré par la providence divine. Effectivement, il y a des petits problèmes par ceci, par cela, mais il n'y a plus d'audience, c'est fini. Allô, le truc, il s'écroule. Donc, il faut toujours que ça aille pas. Il faut toujours que ça aille pas. Vous savez, c'est un des grands combats d'une journaliste israélienne que j'adore, qui s'appelle Sivan Rav Meir, qui est d'ailleurs la journaliste la plus populaire en Israël, sachant que c'est une femme qui est religieuse, pratiquante. Et c'est la plus populaire en Israël. Pourquoi? Parce que justement, elle apporte une vision du monde dans sa manière d'apporter les infos, qui change, qui se distingue. Elle dit toujours, elle dit toujours ça. Elle dit, regardez, c'est terrible, mais on est en Israël. On allume la radio et on entend Ben Adam Tov. Et Yeled Tov, c'était une bonne personne. C'était un papa qui savait s'occuper de ses enfants, un mari respectueux. Il avait le respect des parents. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit quoi? Il est mort. Alors, elle dit toujours, mais pourquoi en parlant bien des gens que quand ils sont morts?
un grand combat. On peut pas dire ça de quelqu'un qui, ouais, qui est vivant. Non, il faut toujours que tout le monde se déchire. Donc, même ça, il faut faire attention quand on met la radio, on met le truc, c'est en fond. Surtout, bon, après, voilà, nous qui en Israël vivons la guerre depuis 2 ans et demi, il faut faire très attention. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va pas aller au Miklat quand il y a une. On va pas aller comment on appelle, à l'abri quand il y a une sirène, qu'il ne faut pas prévenir les gens, les enfants, d'accord? Mais il faut que nous, on ait la maîtrise du regard qu'on va porter sur le monde. Allô? Je me rappelle après le 7 octobre, les enfants, ils étaient. Bah, évidemment, pendant 2 jours, ils étaient en panique, même si je n'ai pas la télé et tout. Mais bon, ils voyaient qu'on était blême, que voilà. Et puis des sirènes, et puis. Bon, voilà, vous pouvez tout imaginer. Et en fait, je me rappelle, le lundi soir, vraiment 2, 3 jours après, on a couché les petits, on a dit il faut qu'on reste avec les plus grands, d'accord, ceux qui ont au-dessus de 10 ans. Et on s'est assis avec eux et on leur a fait un dessin. On leur a fait une carte d'Israël. On leur a dit, voilà, ça c'est Gaza. Avant, c'était à nous. Il y a 20 ans, on l'a rendu. Entre-temps, il s'est passé ça. Il y a des terroristes qui se sont formés. Et voilà. Et en fait, ils sont arrivés. Ils sont arrivés à peu près jusqu'à là. Ils sont pas venus jusqu'à chez nous. Ah, oui, juste pour dire, c'est moi qui vais présenter la carte du monde à mes enfants. Je me garde ce privilège. D'accord? Sinon, c'est des choses qui sont angoissantes, toxiques, anxiogènes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, je vous répète, je vous le dis, c'est une mitzvah déjà. Déjà, même sans voir toutes les implications qu'il y a, c'est une mitzvah. Alors, je vous donne aussi un autre exemple, génial. Mais vraiment, quand on dit, mais non, c'est pigeon de penser comme ça. Euh, regardez comment vraiment la vie, elle peut être plus belle quand on applique les principes de la Torah. Euh, Une fois, donc j'ai invité chez moi une jeune fille, d'accord, qui est comme ma petite sœur, d'accord, mais elle est de Bnei Brak, d'accord? Donc Bnei Brak, c'est une ville orthodoxe, il n'y a pas de voiture à Shabbat. Et elle est venue chez moi un Shabbat pour la première fois. Alors, elle entend une voiture qui passe. J'ai pas beaucoup de voitures qui passent dans ma rue le Shabbat, Baruch Hashem, parce que j'habite dans une petite rue. Alors, elle dit, oh, ze yoldot. Ah, c'est une femme qui va accoucher. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi elle me dit ça? Genre, c'est juste une voiture qui passe, moi, c'est quelqu'un qui fait pas Shabbat, quoi, dans ma tête. Alors, 1 heure après, parce que vraiment, bah, au prochain, j'ai pas beaucoup de voitures. Et en plus, j'habite en face de l'hôpital. Donc, vraiment, c'est la configuration parfaite pour croire que c'est des filles, des femmes qui accouchent. Alors, elle dit, oh, hot pam yoldot. Encore une fois, c'est une femme qui va accoucher. Bref, elle m'a fait le coup 6 ou 7 fois pendant tout le Shabbat. Elle me disait, oh là là, t'as beaucoup de femmes qui vont accoucher, qui sont obligées de prendre leur voiture à Shabbat. D'accord? Alors, moi, je me moque d'elle. Je lui dis, Yocheved, donc je lui dis à elle, je lui dis, t'es marrante, je comprends que tu veux juger les Juifs positivement, mais allô, excuse-moi, genre, redescends sur terre, ne sois pas dans le monde des bisounours. C'est pas Bnei Brak ici, c'est Tel Aviv, il y a des gens qui font pas Shabbat. Et là, elle me répond, elle me dit, mais moi, qu'est-ce que je m'en fiche? J'ai l'occasion à chaque voiture qui passe de faire la mitzvah de juger l'autre positivement. C'est énorme. En fait, je dis, mais. Et moi, je n'avais pas vu ça comme ça. Je dis, non, il faut être lucide. Mais non, c'est pas grave, tu t'en fiches. Encore une fois, prends la mitzvah, prends. C'est comme si pendant Shabbat, tu peux encore faire 6 fois l'allumage des bougies de Shabbat. Je vous ai dit, on prend ou on prend pas? On est des pigeons si on prend pas. Ouais, il faut commencer un peu à comprendre ouais, comment on se situe en fait vraiment à l'extrémité de ce qu'on pourrait croire. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer un petit peu la manière de faire. D'accord? Alors, en fait, je pense que le cours, il va se faire en 3 fois. D'accord? Je pense qu'on va faire d'abord le premier cercle, donc les gens que je connais pas pour ce cours-là. À mon avis, on va aller sur les gens que je connais pas, mais avec qui je vais traiter le deuxième cours. Et après, mes proches, vous allez voir, c'est énorme le troisième cours. Parce que je vois le temps qui reste. On va traiter que ça aujourd'hui, mais je pense vraiment, encore une fois, que c'est des choses qui sont fondamentales. Donc, mettons-nous en action. Je suis
dans la queue à la banque. Il y a du bruit, il y a du passage. Il y a une femme qui est là, qui cherche ses papiers, qui les trouve pas. Du coup, voilà, ça traîne, machin. La queue, elle commence à s'allonger. Bon, c'est pas hyper agréable comme moment. Et un moment, je vois une mère avec son fils de 15 ans. Et le fils, il hurle dans la banque, Shake it! Genre, j'en peux plus! Taisez-vous! Et nous, on est tous là comme ça, et on est tous en train de lever les yeux au ciel, genre en mode, mais qui sont ces gens, quoi? C'est qui cet enfant-là, à 15 ans, qui se permet de crier sur tout le monde? C'est quoi cette mère qui ne réagit pas? D'accord? Alors souvenez-vous, le fait que dans nos têtes, on hausse les sourcils, il n'y a pas de problème. Le cerveau juge, il est en pilotage automatique. OK. Maintenant, là, j'ai l'occasion de juger positivement et je vais le faire. Excusez-moi, il y a du bruit. Je viens de vous dire que ma rue est très calme, mais voilà, comme quoi, faut jamais parler. Alors, donc, le cerveau, il est en pilotage automatique, c'est bon, ça veut dire qu'on fait partie du club des êtres humains à col BCDR, tout est OK. Premièrement, on décide, on s'arrête. Non, je vais pas là-bas. Je vais pas accabler cette maman dans ma tête. Et je peux le faire, premièrement. Deuxièmement, je me dis, hey, génial, j'ai l'occasion de faire une mitzvah. Et troisièmement, je me lance dans la mitzvah. C'est quoi se lancer dans la mitzvah? Eh bien, en fait, c'est essayer d'alléger son cas. Vous vous rappelez, la Doun les Fruit, il y a deux balances. Eh bien, je choisis de mettre du poids sur la balance de, euh, des circonstances favorables. Alors, je vais vous donner des exemples, des choses, des outils qui vont vraiment vous aider. Premièrement, ça c'est énorme, c'est en fait voir la personne comme un livre. Dans un livre, il y a des chapitres. Là, le moment où je l'ai vue, cette mère qui n'a pas réagi, qui a l'air de complètement s'en fiche complètement, et ben en fait, je la rencontre, mais au chapitre 19 de sa journée. Qu'est-ce que je sais ce qu'elle a vécu avant? En fait, je la rencontre au chapitre même 58 de son histoire. Qu'est-ce que je sais ce qu'elle a vécu avant de manière plus générale? Elle a peut-être eu une sale journée. Peut-être qu'elle s'est fait licencier. Peut-être qu'elle est en instance de divorce. Peut-être qu'elle a des difficultés avec cet enfant et elle essaye de le remonter. Et donc, du coup, elle sait que là, elle doit surtout pas faire de remarques. Et au contraire, elle est très courageuse. Elle est prête à se faire honte à soi-même euh, pour ne pas accabler cet enfant. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Peut-être son fils, il a fugué, il vient de rentrer à la maison. Peut-être elle a rattrapé une extrémiste de très mauvaise influence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'ai choisi de cultiver, mais vers là-bas. Circonstances atténuantes. Deuxièmement, on verra plus tard, elle dit, ne juge pas ton prochain avant d'avoir été à sa place. Mais on n'a jamais été à sa place et on ne sera jamais à sa place. Qu'est-ce que j'en sais, moi, si j'avais eu la même enfance qu'elle, le même passé que elle, les mêmes, la même éducation qu'elle, les mêmes traumatismes qu'elle, est-ce que moi j'aurais fait mieux? On ne sait pas. Alors si on ne sait pas, on se tait. Quand je dis on se tait dans sa tête. Mais vraiment, on ne sait pas. Vous savez, une fois, j'ai entendu une histoire d'un quelqu'un qui a pris la parole et qui a dit, bon, c'est un peu dur, hein, âme sensible s'abstenir, fermer les micros 30 secondes. C'est très dur. Personne qui a dit, moi, vous savez,
Il y a eu des cas d'enfants qui ont été oubliés dans les voitures. Malheureusement, ça pardonne pas. Au bout de, voilà, Razvé Shalom, s'il a été oublié 1 heure, 2 heures, bon, il y a plus rien à faire. D'accord? Malheureusement, il y a eu des années où ça s'est produit quelques fois. Quelques fois en général, c'est pendant l'été. Bon, vraiment un phénomène, un phénomène. Bon, je crois que ça s'est ralenti, Baruch Hashem, mais pendant quelques années, ça a été très inquiétant. Les gens, ils étaient occupés, ils avaient leur téléphone, ils sont partis au travail, ils ont en fait oublié que l'enfant il était dans la voiture, ils l'ont pas déposé au GAN. Bon. Et il y a quelqu'un qui a témoigné qui a dit, moi, quand j'entendais ça, à chaque fois, je disais, mais les gens, ils sont bêtes, ils sont irresponsables, mais comment on peut faire ça? Comment on peut être aussi négligent? Mais vraiment, et il disait, moi, j'accablais beaucoup les gens qui font ça, et malheureusement, il a raconté que ça lui est arrivé à lui. Et d'ailleurs, je me rappellerai toute ma vie du nom de son fils, que du coup, qui est Nishtar à suite de cet incident. Il s'appelait Lévi Yitzhak. Et il a dit, et voilà, il a témoigné de manière très courageuse que s- maintenant, voilà, il fait très attention avant d'ouvrir sa bouche. Parce que quand on ouvre la bouche, euh, malheureusement, ça ouvre des dossiers là-haut. Ah ouais, tu penses que les autres, ils sont moins bien que toi? Non, on ne peut pas être soumis aux mêmes épreuves que les autres. D'accord? Ne pas être à sa place, c'est aussi se mettre à sa place, c'est des choses beaucoup plus simples, d'accord? Beaucoup moins lourdes que ça, mais ça nous est déjà arrivé, d'accord, d'être outré, que quelqu'un se gare en double fil et ça nous bloque. Et on dit, mais c'est pas possible, les gens, ils ont aucun respect. Maintenant, le lendemain, on fait la même chose. Et la personne, elle klaxonne, elle klaxonne. Et nous, on fait, oh là là, ça va, 2 minutes. Les gens n'ont plus de patience. Vous connaissez ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas te en fait, tu vas voir que toi, quand tu te mets à la place aussi, tu fais pas forcément mieux. Autre chose, c'est quoi donc juger favorablement? C'est quoi trouver des circonstances atténuantes? On ne connaît pas les efforts de la personne. On ne connaît pas. Euh, Moi, des fois, je vois des femmes vraiment qui s'habillent. C'est pas beau, c'est même vulgaire, d'accord? Et je me dis, mais c'est- bon, après, je me dis, j'ai pas ce Yetzirara là, moi, personnellement. Ça me viendrait même pas à l'idée de me dire le matin, oh là là, je suis tentée de m'habiller comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me dis, j'ai pas, je sais pas quel effort elle a fait. Peut-être que elle a mis son truc comme ça et qu'elle aurait été tentée de le mettre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, encore une fois, ça veut pas dire valider les actes des autres, d'accord? Parce que si on dit non, tout est bien, tout est OK, on est en train de corrompre notre système moral. Je peux pas dire c'est bien de s'habiller comme ça, alors qu'elle est plus déshabillée que habillée. Je peux pas. Je peux pas dire c'est pas grave de voler. Je peux pas dire à mes enfants c'est pas grave de transgresser Shabbat. Non, je dis quoi à mes enfants? Je leur dis les pauvres, ils connaissent pas Shabbat. Venez, on va prier, on va demander à Hachem qu'ils apprennent le Shabbat. Oh, les pauvres, les pauvres, les pauvres. Et je me rappelle aussi une fois, et ça c'est encore un autre point, d'une femme Chabad qui nous avait expliqué un peu la manière du Tanya d'aborder autrui. C'était en fait des jeunes filles qui lui posaient la question, qui lui disaient, oui, mais tu sais, moi dans ma classe, j'ai une peste, j'ai la peste, the peste. Alors, elle dit, est-ce que je dois la juger favorablement? Alors, elle lui a répondu, non, évidemment que on va pas dire que ce qu'elle fait, c'est bien. Si elle est méchante, elle fait des sales coups, elle médit sur les autres, elle fait honte aux autres, ce qu'elle fait n'est pas bien. Par contre, elle disait, cette femme, cette fille, elle a une neshama, elle a une âme divine. D'accord? Et elle a aussi beaucoup de clipotes, ça veut dire beaucoup de choses qui viennent enfermer, emprisonner cette âme. Alors elle dit, ce qu'on doit avoir pour elle, c'est de la peine. C'est de la peine que sa neshama, elle soit enfermée là-bas dans tout ce lot de clipotes et de mauvais comportements.
D'accord? Maintenant, se protéger d'elle, oui. Être ami avec elle, non. Dire que ce qu'elle fait, c'est bien, c'est OK, non. On ne doit pas corrompre notre système de valeurs. Mais il y a un moment où, en fait, on va essayer à la fois de euh, euh, porter un jugement sur l'acte, parce que ça, on a tout à fait le droit en tant que juif, on a un système de valeurs. Allô, on n'est pas genre, ouais, tout est OK, tout est bien. On a un système de valeurs. Mais à un moment, dissocier l'acte de la personne. La personne, elle, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Je ne connais pas son histoire. Je la rencontre à un chapitre de son histoire. Je ne sais pas quels étaient les chapitres d'avant. D'accord? Et puis, elle a une neshama elle-même profondément. Je sais qu'elle est bonne et elle est pure. Mais elle s'est enfermée dans ses mauvais comportements. D'accord? Euh, je voudrais terminer quand même sur une dernière histoire. Euh, Je vais essayer de vous la faire courte, d'accord? Je ne vais pas vous donner tous les éléments, mais bon, ça va vous donner à réfléchir, hein. Moi, elle m'a fait trotter beaucoup dans ma tête, cette histoire. Euh, alors, c'est le Rav Jacobson qui raconte qu'une fois, il donnait une conférence et quelqu'un est venu le voir, un monsieur âgé, et il lui dit, ah, il vient le voir à la fin, il dit, c'était bien ta conférence, mais dis-toi, dis-moi, tu te rappelles de moi? Le Rav, il le regarde, le Rav Jacobson, il dit, non. Alors il lui dit, tu te souviens pas quand tu étais petit, j'étais ton moré, j'étais ton prof au Talmud Torah. Bravo, tu es devenu un rave et tu as fait un beau chemin. Ok, le rave le remercie. Et là, l'ancien moré, l'ancien prof, lui dit, bon, sache que j'ai pardonné, hein. Alors le rave Jacobson dit, mais genre, il sait même pas de quoi il parle. Alors il lui dit, oui, oui, j'ai pardonné à ton père. Mon père? Dit le rave Jacobson, il dit, mon père, mais de quoi? Il lui dit, j'en ai beaucoup voulu, mais à la fin, je lui ai pardonné, parce qu'il avait raison. Alors il dit, mais de quoi vous parlez? Il dit, tu sais, ton père, il m'a fait virer de l'école. J'en ai beaucoup voulu. Mais après, je me suis reconvertie, je me suis rendu compte qu'effectivement, être moré, c'était pas un métier pour moi. Maintenant, le Rav Jacobson, qui du coup s'est souvenu de ce moré, il n'a jamais su un mot de tout ça. Il n'a jamais su que son père, il a tout fait pour le faire renvoyer parce qu'il a vu qu'il était euh, mésique, qu'il était, comment dire en français? Il était mauvais pour les enfants. C'était un mauvais prof. Mais le père, il n'en a jamais parlé au Rav Jacobson. Et d'ailleurs, il a même complimenté une fois son fils quand son fils lui a récité une Mishnah au nom de son moré. D'accord? Ça veut dire en fait, on a, vous voyez, deux choses qui paraissent contradictoires, mais qui sont en fait l'équilibre du juif. D'un côté, j'ai une pensée qui analyse, ok, qui va voir parfois qu'il y a des choses qui ne vont pas, etc. Mais je décide, moi, de ne pas accabler la personne. De la même façon, j'ai aussi une responsabilité en tant qu'éducateur de donner une vision de la vie qui est encourageante, favorable, positive. Pourquoi maintenant je vais rentrer des trucs comme ça dans, en disant, ouais, lui c'est un méchant, lui c'est un truc, lui ceci, lui c'est cela. D'accord? Non, j'entretiens une image du monde qui est encourageante. Bien sûr qu'à certains moments, il faut faire de la prévention. Et je le fais lorsqu'il faut le faire. D'accord? Mais on a d'un côté quelqu'un qui essaie de préserver la vision qu'il a du monde, qu'il a de la vie, et il essaye, vous voyez, de embellir le monde. D'un autre côté, quand il y a quelque chose qu'il y a à faire, il faut aller au bed-in, il faut réclamer l'argent, il faut virer cet employé. Je le fais. S'il est incompétent, je le fais. D'accord? Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne nous dédouane pas d'agir quand on doit agir. Et j'ai trouvé ça incroyable que le père du Rav Jacobson, il était à la fois celui qui était capable de donner à son fils la plus belle vision du monde. Parce que moi, jamais de la vie, j'aurais réussi à faire ça. Moi, j'aurais dit à mes enfants, ouais, ce prof, je le déteste. J'aurais fait la révolution à la maison, j'en aurais parlé tous les jours.
À la fois, lui, il a été capable de se taire pendant toutes ces années jusqu'à ce que Rabbi Nosson, il a découvert 50 ans après. C'est dingue. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Et à la fois, ah non, alors là, s'il est incompétent, truc, ça va pas, il faut agir. Je dis, c'est... psh. Ça te permet à la fois de vivre, d'évoluer de manière pragmatique, de savoir, et on va le voir dans le cours de la semaine prochaine, se protéger quand il le faut, agir quand il le faut, être pragmatique comme il le faut, se protéger, pas être un pigeon, d'accord? Et en même temps, de garder cette intégrité, cette pureté, cette propreté de l'esprit, d'accord? Voilà. Donc, je sais que je vous laisse sur votre faim, parce que on vient d'ouvrir le sujet. D'accord? On a fait, je vous rappelais, on a 3 cercles concentriques, on n'a fait que l'extérieur pour l'instant. On n'a pas encore parlé de quelqu'un avec qui on doit traiter en affaires ou avec qui on, voilà, on doit interagir. On n'a pas parlé encore du cercle de nos proches. Les proches, c'est mon ami, mon enfant, mon mari, mes parents, ma voisine. C'est énorme, c'est waouh! Mais on va y aller petit à petit. D'accord? Je vous ai déjà donné les grandes lignes. Vous avez vu qu'il y a une mitzvah extraordinaire à saisir. Alors, vraiment, je vous invite à la saisir dans toutes les occasions qui s'y présentent. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on ne croit. Voilà. Est-ce que